Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier rendez-vous en direct avec le Réseau pour l'Emploi que j'ai le plaisir d'animer en présence des responsables partenaires de ce réseau, précisément Éric Bellamy, directeur délégué Solidarité Santé Travail de l'Assemblée des départements de France, Jean-Pierre Benazé, président de Keops, le réseau Cap Emploi, Ahmed El Kadiri, délégué général de l'Union nationale des missions locales, qui remplace Stéphane Valli, président de l'UNML qui est retenu dans sa mairie de Bonneville en Haute-Savoie, et Thibaut Guilhuy, directeur général de France Travail. Messieurs, bonjour. Avec nous dans la salle, des agents, des conseillers, des membres des équipes de chacun des partenaires du Réseau pour l'Emploi présents aujourd'hui. Bienvenue également à vous qui nous suivez à distance, partout en France, en métropole et en Outre-mer. Alors nous allons consacrer ce rendez-vous d'1 heure à faire un premier bilan de cette coopération qui se renforce depuis déjà 10 mois au profit des demandeurs d'emploi et des employeurs. Ce qui signifie très concrètement aborder la manière dont nous coopérons, les résultats des différentes missions, actions et expérimentations que nous avons menées et que nous poursuivons ensemble pour accompagner nos publics de manière beaucoup plus personnalisée. Et puis nous parlerons organisation et commun du réseau, à l'instar de la gouvernance et de l'Académie France Travail, et qui nous permettent déjà d'avoir un socle avec le même niveau de connaissances et d'informations et qui rendent notre collaboration encore plus étroite et dynamique. Dans une dernière séquence, nous nous projetterons en 2025 et nous aborderons le parcours usager. Et puis, à la fin, les responsables du Réseau pour l'Emploi répondront à quelques questions qui seront posées via des témoignages vidéo qui proviennent des actrices et des acteurs du Réseau pour l'Emploi qui sont sur le terrain, dans les missions locales, les Cap Emploi, les agences France Travail et les conseils départementaux. Et vous le verrez, ils ont bien voulu nous témoigner leur quotidien depuis la coopération. C'est un grand moment d'échange qui nous attend et c'est juste après ce court jingle. Alors je vous propose de commencer par un bref rappel sur la loi pour le plein emploi. Alors cette loi prévoit une collaboration, une coopération renforcée et inédite entre les acteurs de l'emploi, de la formation et de l'insertion pour mieux accompagner les personnes, les entreprises et les territoires. Cette réforme se fera progressivement jusqu'en 2027. Elle pose un certain nombre de points clés, parmi lesquels l'accompagnement des personnes en recherche d'emploi plus individualisé, adapté aux besoins de chacun et plus fluide entre les acteurs afin d'accélérer le retour sur le marché du travail, ainsi que l'accompagnement de toutes les entreprises qui cherchent à recruter. Également des coopérations renforcées entre acteurs de l'emploi et de l'insertion, ce qui a engendré le Réseau pour l'Emploi et la mise en place progressive au cours de l'année de sa gouvernance par le Comité national de l'emploi et les comités territoriaux. Également l'élaboration de communs, notamment les critères d'orientation, les méthodologies, les indicateurs, les outils, les partages de données. La loi a donc fait évoluer les règles actuelles d'accompagnement sur le fondement de principes et qui sont mises en œuvre au plus tard au 1er janvier 2025. Notamment une inscription pour toutes les personnes à la recherche d'un emploi. Je pense aux bénéficiaires du RSA ainsi que leurs conjoints, les jeunes inscrits auprès des missions locales et qui sont à la recherche d'un emploi, ainsi que les personnes en situation de handicap accompagnées par Cap Emploi. Une orientation coordonnée entre les différents acteurs du Réseau pour l'Emploi. Également un diagnostic approfondi par l'organisme référent chargé de l'accompagnement. Un nouveau contrat d'engagement qui peut préciser en fonction du besoin de la personne, du demandeur d'emploi, le niveau d'intensité de l'accompagnement et enfin un renforcement des mesures déjà opérées en direction des personnes en situation de handicap pour améliorer leur accès à l'emploi en adaptant le droit commun, en simplifiant les interventions et la coordination des acteurs et en renforçant l'engagement des employeurs. Voilà pour le résumé de la loi pour le plein emploi. Cette dynamique de coopération a donc été lancée cette année et renforcée. Ensemble, dans le Réseau pour l'Emploi, nous avons déjà réussi des avancées certaines pour des atteintes d'objectifs communs. Concrètement, en termes de coopération et pour les bénéficiaires, comment cela se traduit aujourd'hui et quel chemin reste-t-il à parcourir? Thibaut Guilhuy, Ahmed El Kadiri, Jean-Pierre Benazé, qui répond à cette question?
Je vais bien prendre la parole. Enfin, même si ce qui change sur le terrain, les mieux placés pour le constater, c'est évidemment les équipes qui sont dans les agences, dans les missions locales, dans les Cap Emploi. Il me semble aussi que ce qui change sur le terrain, en fait, est à géométrie variable, parce que les dynamiques ne sont pas forcément les mêmes d'un territoire à un autre. Et puis la particularité de 2024, c'est que ça a été une année plutôt pour tester, apprendre, expérimenter pour créer les conditions à la fois de la coopération et de l'action, que ce soit en direction des entreprises. Je pense notamment à la mise en place des task force entreprises, des différents outils qu'on a inventés et développés, que certains conseillers ont inventé et développé, des outils de ciblage pour la prospection. On est en train de travailler aussi sur le CRM pour pouvoir faire de la prospection coordonnée sur les territoires. Donc évidemment, c'est une réalité pour certains territoires et moins pour d'autres. De même, sur les expérimentations RSA, même si on est passé de 18 à 49 départements et territoires, c'est seulement une partie en fait du réseau Pôle emploi qui en ce moment essuie les plâtres, trouve les bonnes solutions, les bons équilibres pour qu'on soit le mieux préparé possible quand on va rentrer dans une phase de généralisation progressive. Pardon, je vous coupe. Jean-Pierre Benazet, vous voulez rajouter quelque chose rapidement ? Oui, alors merci d'abord de cette invitation qui nous permet de préfigurer ce qui va se passer sur le terrain. Alors, ce qui change, de la place des Cap Emploi, nous sommes plutôt dans une continuité que dans un changement, puisque l'expérience du rapprochement avec le réseau ex-Pôle emploi a déjà été mis en œuvre, ce qui nous permet d'avoir un recul par rapport aux effets bénéfiques, par rapport aux irritants qu'il faut améliorer et par rapport aux perspectives nouvelles qu'il faut développer. Les deux grandes avancées, c'est au point de vue du concept. On est dans l'inclusion, c'est-à-dire que le droit commun s'applique à tout le monde, et le droit commun dans sa singularité pour les personnes en situation de handicap, la réponse sera une réponse d'expertise faite par les Cap Emploi, et la réponse de singularité, c'est un projet individuel qui sera le socle de tout. Et tout cela a été fait avec une méthodologie très efficace, puisque les deux réseaux se sont acculturés, on connaît les missions de chacun connaît son domaine d'intervention, et on peut ensuite pleinement donner la ressource liée à sa mission. On va en parler justement juste après, je vous remercie. C'est pas grave, vous en faites pas. Monsieur El Kadiri, un mot ? Très rapidement, du coup, sur cette loi plein emploi et le réseau pour l'emploi, on pense que c'est une opportunité unique, en fait, de créer les conditions favorables pour conjuguer nos forces dans l'action en direction des demandeurs d'emploi, alors quel que soit leur statut. Et j'en veux pour preuve le travail qu'on a pu conduire collectivement et consensuellement sur les critères d'orientation, parce que c'était la première fois, du coup, au niveau national, qu'il y a un référentiel qui a été mis en place et qui concerne tous les publics, là où avant on avait des logiques un peu par silo, et donc aujourd'hui c'est des avancées. Et le sujet, c'est aussi de voir comment on converge sur un certain nombre d'éléments communs, on aura l'occasion d'y revenir ensuite, qui nous permettent de mieux nous comprendre. Et je pense que cette année, elle nous a permis aussi de renforcer l'interconnaissance, parce que pour créer les conditions favorables aussi à ces coopérations, c'est aussi comment chacun identifie aussi les modes de faire et du coup ce dont il peut s'inspirer du coup pour enrichir son offre. Merci à vous. Alors, comme je l'ai dit précédemment, le déploiement des dispositions prévues dans la loi pour le plein emploi est donc progressif jusqu'en 2027. En attendant, depuis le début de cette année 2024, dans le réseau pour l'emploi, nous nous sommes adaptés à de nouvelles règles et nous menons ensemble différentes missions, actions, dont nous allons maintenant parler, découvrir les résultats et les points à améliorer. C'est tout de suite après ça. Pour commencer, je vous propose de nous intéresser aux modalités d'accompagnement renforcé social et professionnel des bénéficiaires du RSA dans les 47 départements qui l'appliquent pour le moment. Alors concrètement, grâce à cette coopération du réseau pour l'emploi, aujourd'hui, Éric Bellamy, est-il plus simple d'aller vers ceux qui ont besoin du RSA et de les accompagner ? Qu'est-ce que cette coopération a apporté de plus ?
Écoutez, les résultats sont encourageants, d'abord. Et je voulais rebondir par rapport à ce qui a été dit juste avant, c'est-à-dire que c'est une nouvelle manière de travailler, à la fois au niveau national, franchement, on salue la manière dont ça se passe avec l'ensemble des acteurs, et au niveau local. C'est quelque chose d'assez nouveau et vraiment porté par l'ensemble des présidents de département qui sont sur cette expérimentation. Donc, en résultat, donc effectivement des résultats encourageants. Pour l'instant, à ce stade. J'ai repris quelques données sur mes chiffres. On a eu 55 000 entrées en parcours, ce qui est quand même très considérable. 54% des bénéficiaires accèdent à un emploi en 12 mois. Donc c'est un chiffre vraiment important. Et dont 27% en emploi durable. Donc c'est une donnée qui est remarquée par l'ensemble des présidents. C'est pas très habituel habituellement concernant les bénéficiaires du RSA. En parcours pro, on est à 64% d'accès à l'emploi avec 33% en accès durable. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. On a fait un point également sur un an après. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, 12 mois après, c'est 34%, toujours en emploi et pour tout parcours confondu, et 42% en parcours pro. Donc des données vraiment significatives, en tout cas pour les départements. Alors, autre point important positif aussi, je crois, c'est les délais qui raccourcissent. Oui, alors c'est vrai que c'est un objectif important. Puis on sait, en tout cas pour les bénéficiaires du RSA, je crois aussi pour les demandeurs d'emploi, que plus on attend, moins on a de chance finalement d'insérer les personnes. Donc on est passé sur d'un délai de 3 mois à un délai de 15 jours. Et c'est vraiment une nouveauté, c'est un objectif vraiment qu'on peut remarquer. Alors Ahmed El Kadiri, un mot à ce propos ? Rapidement, mais sur cette question, parce que notamment on est concerné et mobilisé, et aujourd'hui on travaille beaucoup avec l'Assemblée département de France et France Travail pour essayer de voir comment on peut structurer davantage un peu l'accompagnement des jeunes bénéficiaires du RSA. Et donc ça fait partie des sujets qui sont en cours de travail du coup avec la Direction générale de France Travail et l'Assemblée département de France pour voir comment sur ce public-là des moins de 26 ans, du coup on peut mobiliser l'expertise des missions locales pour accompagner ces bénéficiaires. Et vous, Jean-Pierre Benazet ? Alors nous, l'entrée, ce n'est pas les bénéficiaires du RSA, mais pour certains, il y a sûrement et certainement besoin d'une expertise handicap qui peut être faite par les Cap Emploi. Et j'encourage à ce que ça puisse se faire, mais ça se met en place dans beaucoup de territoires. Je vous laisse conclure sur ce sujet, Thibaut Guilluy. Non, moi, ce qui me fait plaisir, c'est effectivement, en fait, on apprend en faisant. Et je pense que chaque mois qui passe, on se retrouve et à la fois on regarde les progrès qui ont été faits, mais on a aussi bien conscience de tout ce qu'on a encore à améliorer. Je pense notamment au système d'information interconnecté, je pense à la mobilisation des entreprises, je pense aussi à l'accompagnement parfois des personnes au RSA, mais entrepreneurs. Bref, il y a évidemment plein de situations qui sont encore devant nous et sur lesquelles on est dans cette logique d'amélioration continue, mais on travaille en confiance et on passe notre temps à progresser. Et puis peut-être 2 points moi, qui me touchent et qui sont importants, c'est qu'on a fait une évaluation auprès de 1800 jeunes il n'y a pas très longtemps. Et il y a plus de 90% des bénéficiaires du RSA, auprès de 1800 bénéficiaires du RSA, qui sont satisfaits, voire très satisfaits pour plus d'1 sur 2 de cet accompagnement-là. Donc ça montre bien qu'en fait, les personnes au RSA et plus généralement qui sont en situation d'exclusion, elles attendent qu'une chose, c'est de pouvoir être soutenues, accompagnées pour pouvoir avoir des chances de retrouver un emploi avec les résultats qu'a dit Eric. Et puis la deuxième chose, alors elle est plus pratique, mais moi je vais beaucoup sur le terrain et j'adore constater quand des travailleurs sociaux de département et des conseillers de France Travail présentent en fait d'une même voix ce qu'ils sont en train de mettre en œuvre. Et moi je suis incapable parfois de distinguer l'un de l'autre. Ça se parle de collègue à collègue. Et en fait je pense que ça ne remet pas en cause les expertises et les identités de chacun, mais l'expertise sociale, notamment qu'apporte un travailleur social, est extrêmement précieuse pour un conseiller de France Travail. Mais parfois, le conseiller emploi, lui, va peut-être ouvrir le champ des possibles à des personnes pour qui le travailleur social n'aurait pas forcément repéré la capacité à pouvoir retrouver une autonomie, une dignité par le travail. Et donc, cette complémentarité-là, c'est l'esprit même du réseau pour l'emploi. Et donc, et c'est en le faisant concrètement qu'on va continuer de progresser et qu'on se prépare finalement à cette phase de généralisation de 2025 et années suivantes.
Alors nous poursuivons l'état des lieux de cette coopération avec les actions réalisées pour accompagner cette fois les jeunes, notamment avec le dispositif commun déjà bien ancré, le contrat d'engagement jeune, le CEJ, et les personnes demandeuses d'emploi plus fragiles qui sont en situation de handicap visible et invisible. Avant de vous laisser la parole, je vous propose de regarder un sujet. Il contient quelques témoignages regroupés d'agents et de conseillers de la mission locale, des Cap Emploi, de France Travail et des conseils départementaux du Pas-de-Calais. Ils sont sur le terrain, ils nous racontent notamment comment le réseau pour l'emploi a fait évoluer ou non leur quotidien, leur coopération entre partenaires, leurs attentes, leurs craintes. Tendez bien l'oreille. C'est une continuité dans mon travail, une évolution qui pour moi était nécessaire, travailler différemment, autrement pour les bénéficiaires, les entreprises et puis bien sûr les salariés. Coopérer au service des personnes les plus éloignées de l'emploi, donc ce qui équivaut aujourd'hui à vouloir mettre en commun nos forces, mais en respectant bien les spécificités de chacun. C'est permettre à chacun des partenaires d'intervenir sur le même terrain, parler d'une même voix et d'apporter la même légitimité auprès de tous nos employeurs comme de nos demandeurs d'emploi. On peut apprécier la fluidité dans le parcours, la synergie également entre Cap Emploi et France Travail, et donc du coup la rapidité de mise en action. Le fait aussi d'approfondir et de connaître l'offre de services de France Travail. On n'avait pas forcément toutes les connaissances, tous les outils, et là ça nous permet d'adapter au mieux et faciliter le parcours des participants, des bénéficiaires. Oui. Il y a un rapprochement des structures qui est fait, effectivement, avec une meilleure interconnaissance des services, des professionnels, une montée en puissance du partage effectivement aussi de l'offre de services. On a pu échanger ensemble sur nos façons de procéder, nos méthodes mises en place dans le cadre de la mission de Cap vers l'autonomie. Nous avons sur le territoire une habitude de coopération depuis quelques années grâce à certains événements que nous co-organisons comme les clés pour réussir. Ça nous permet également de monter en compétences. Ça nous permet aussi de bien accompagner les demandeurs d'emploi travailleurs handicapés et de prendre en considération leur situation en les emmenant vers la modalité la plus appropriée. On nous met à jour régulièrement sur les informations, sur ce qui va arriver. Nous nous sommes rendus compte que sur le terrain, les entreprises sont impressionnées de voir des acteurs tous ensemble mobilisés pour répondre à leurs attentes, recruter, accélérer, sécuriser et développer leurs activités. Et puis pour sensibiliser aussi les entreprises pour leur permettre de recruter de manière plus inclusive. En pratique, cela ne change pas grand-chose puisque cette coopération existe, elle est effective depuis à peu près 10 ans. On espère juste que ce renforcement sera synonyme de simplification et non de complication. Les premières difficultés que j'ai eues, c'est que je ne comprenais absolument pas du tout ce que vous racontiez avec tous les acronymes de chez France Travail. Aujourd'hui, j'ai appris à parler votre langue, donc tout va bien. C'est l'absence pour l'instant des outils qui nous permettent notamment l'interopérabilité entre nos SI, qui nous oblige aujourd'hui à travailler de façon un petit peu artisanale. C'est la seule difficulté que je vois, elle est technique là pour le coup, elle n'est pas humaine, elle est technique. C'est des problèmes informatiques puisque nous on a un outil virtuel, ce qui fait qu'il n'est pas du tout stable. Impatiente et curieuse de voir la déclinaison, avec un espoir que les dispositions et les moyens seront mis en œuvre rapidement. Une anxiété aussi, comme tout changement, une incertitude par rapport au process, aux procédures, et un flou aussi. Le besoin d'un temps d'appropriation et d'explication et aussi de présentation aux jeunes. On sent quand même les collectifs un peu en attente, peut-être un peu inquiets. Là-dessus, on a un vrai rôle à jouer sur l'accompagnement. Sereinement, avec confiance dans notre capacité d'anticipation et d'adaptation, avec une veille particulière sur les moyens d'action qui seront réellement mis à disposition et le principe d'égal positionnement respecté. Ensemble, on sera bien plus efficace vis-à-vis de nos bénéficiaires. Je suis très sereine sur le sujet, que ce soit pour moi en tant que directrice ou pour mes équipes ou pour mes collègues du réseau pour l'emploi. Certaines missions locales qui expérimentent déjà sont déjà à 15-20% d'augmentation de premier accueil. On l'est déjà sur notre bassin. Donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir accueillir dans des bonnes conditions et toujours de manière qualitative les jeunes qui arriveront demain à la mission locale. Pour moi, c'est du positif.
Jean-Pierre Bénazet, une réaction sur ce que vous venez d'entendre. On imagine que ce n'est pas toujours simple de travailler ensemble. Vous avez maintenant des outils communs, on va en parler, mais pas toujours le même langage ou la même culture. Alors d'abord, je voudrais rétablir une vérité. Toutes les bonnes expériences ne se font pas qu'en Hauts-de-France. Ensuite, bon, on a un peu cette expérience du travail en commun. Hein. Alors, la méthodologie a été bonne. L'acculturation, comme je le disais tout à l'heure, la définition des missions, très bien. Mais après, il y a quelques irritants qui un peu rendent les obstacles un peu ardus. Premièrement, les systèmes d'information. Nous avons des managers qui ne sont pas en capacité d'avoir la gestion de leurs salariés qui sont sur les agences de France Travail. Nous n'avons ensuite pas la possibilité d'extraire des données spécifiques à l'expertise. Je pourrais en citer d'autres. Mais le gros avantage de tout ce que j'entends là, c'est qu'on a une approche de territoire. C'est-à-dire on n'a plus une approche silo, un tel organisme, on a une approche territoire. Et ce qui a en plus concrétisé avec France Travail, j'espère plus tard avec les autres partenaires, c'est que même l'évaluation, on fait l'évaluation de tout le dispositif, pas d'un seul opérateur. Et ça change complètement la donne. Alors Ahmed El Kadiri, quel est votre sentiment sur ce qui est remonté du terrain ? Oui, alors du coup je vais peut-être revenir sur cette question de la conduite du changement, parce qu'effectivement c'est tout à fait normal ce qui a pu être exprimé du coup là-dessus, parce qu'on avait besoin de faire évoluer un certain nombre de pratiques et de process pour se hisser à la hauteur des enjeux. Néanmoins, on ne change pas pour changer ou pour le plaisir de changer, mais juste parce que la situation l'impose, et qu'aujourd'hui on fait déjà tous les uns et les autres beaucoup de choses, mais on pense que collectivement on peut faire encore mieux du coup pour les demandeurs d'emploi et nous pour les jeunes, du coup sur ce sujet-là, et que cette question du changement, c'est comment nous, on s'organise de façon effectivement à continuer à faire toujours mieux du coup pour l'accompagnement des demandeurs d'emploi et puis plus particulièrement nous concernant les jeunes. Alors je continue avec vous. Comment coopérer notamment avec Cap Emploi et France Travail pour aller vers un public commun ? En l'occurrence, je pense aux jeunes en situation de handicap. Est-ce que vous mettez vos outils, vos cultures en commun ? Oui, alors je pense que là, ce que je disais tout à l'heure, mais le point de départ, c'est toujours l'interconnaissance, c'est-à-dire de savoir ce que les uns et les autres font et comment ils le font, et ensuite d'identifier du coup des objectifs communs. Parce que je pense qu'une fois qu'on a une interconnaissance forte et des objectifs partagés, le chemin qu'on se donne pour y parvenir apparaît de façon assez évidente à tous. Plutôt que de se poser la question c'est à qui d'eux, la question c'est à nous deux, enfin nous en tant que réseau pour l'emploi, de trouver des solutions et de voir comment chacun, dans son domaine d'expertise, est en capacité d'intervenir. Et du coup, pour aller en direction de ces jeunes, alors il faut savoir que le réseau des missions locales, sur cette question de l'accompagnement des jeunes en situation de handicap, intervient beaucoup sur l'amont. C'est-à-dire sur l'accompagnement des jeunes vers la reconnaissance, du coup là-dessus. Et ensuite, il faut qu'on voie, et c'est les travaux qu'on a engagés avec Cap Emploi et France Travail, parce que sur ce public-là, effectivement, il faut qu'on puisse donner des éléments professionnels sur ces questions d'orientation pour qu'on soit sûr que ces jeunes soient du coup accompagnés par l'opérateur qui est le plus en capacité de leur apporter les réponses dont ils ont besoin. Jean-Pierre Bénazet, en France, en 2024, le handicap demeure la première cause de discrimination. Et ce, même si en 4 ans, le taux de chômage des personnes en situation de handicap est passé de 18% à 12%. On vient d'entendre un exemple de coopération avec les missions locales. Vous avez d'autres exemples de coopération mises en place cette année avec Cap Emploi et avec France Travail ou d'autres organismes ? Vous avez quelques chiffres significatifs ? Oui, simplement, la coopération avec France Travail, elle est engagée depuis déjà 3 ou 4 ans, et même plus avant, mais ce n'était pas sous la même forme. Mais là, c'est vraiment effectif, approche territoire, depuis 3-4 ans. Avec les missions locales, depuis que le réseau pour l'emploi se met en place, ça a changé complètement. Il y avait des expériences locales, mais là, ça devient institutionnel, et ça change aussi complètement la donne, et chacun s'y retrouve. Ensuite, nous avons la particularité, les Cap Emploi, d'avoir une mission dans le cadre de l'insertion dans l'emploi, mais on a aussi une mission de maintien en emploi. Et cela nous amène à travailler fortement avec les acteurs de la prévention santé au travail, avec les services de santé au travail. Et je vous garantis que là aussi, du fait de la mise en place du réseau pour l'emploi, ça a accéléré tous les modes de coopération, et j'y reviendrai tout à l'heure par rapport
aux employeurs parce que c'est une source importante. Sachez, c'est important, que les Cap Emploi sur tout le territoire font 25 000 maintiens dans l'emploi. 25 000 maintiens dans l'emploi, ça veut dire 25 000 visites d'entreprises sensibilisées à l'embauche de personnes en situation de handicap et un volet important qui peut être considérablement augmenté. Merci. Thibaut Guilluy, brièvement, vous avez quelque chose à rajouter ? Non, enfin, dans les témoignages, moi, je retiens le mot simplification. Et c'est vrai qu'on a quand même l'art, parfois avec nos systèmes, de compliquer la vie des gens sur le terrain. Donc pour pouvoir coopérer, il faut qu'on simplifie pour de vrai. Par exemple, puisque tu parlais des contrats d'engagement jeunes, je pense que les conseillers qui sont en mission locale ou à France Travail passent beaucoup trop de temps à faire des petits bâtons pour mesurer les 15 heures, plutôt que de s'occuper des jeunes, ce pourquoi ils se lèvent le matin. Ça, on va le supprimer, y mettre fin en début d'année. Mais des sources comme ça de simplification pour que le métier de conseil, c'est un métier de la relation humaine et qu'il passe plus de temps dans la relation humaine et un petit peu moins dans les reportings et dans les procédures, c'est important. Et la deuxième chose, c'est que s'il faut un cadre collectif, et qu'on le pose, les critères d'orientation, d'inscription, de diagnostic socio-professionnel, c'est un cadre, c'est un référentiel, mais ensuite, il faut pouvoir l'adapter à la réalité et au bon sens du terrain. Et c'est là aussi où il faut qu'on soit attentif collectivement et vigilant pour pas fabriquer d'usine à gaz, il faut un cadre et des règles du jeu collectives, mais ensuite une place à l'initiative et à l'adaptation aux enjeux locaux. Et alors concrètement, Jean-Pierre Bénazet, quels sont les points à améliorer pour mieux accompagner vos usagers et vis-à-vis des entreprises également ? Il y a beaucoup de points à améliorer, mais déjà, si vous voulez, si on améliore sur les systèmes d'information, ça va nous permettre d'être plus efficaces dans le suivi. Les points d'amélioration, je pense, ils sont aussi à construire sur l'élaboration des projets, mais là, les référentiels qui sont en place, tout est prêt. Après, c'est l'acculturation des terrains. C'est-à-dire que nous, ça a été évoqué tout à l'heure, on a besoin d'accompagner à tout ce changement qui n'est pas qu'un changement technique, qui est un changement de concept. Nous, on a les présidents d'associations qui sont les responsables juridiques. Il y a ensuite les managers. Le travail de manager est complètement changé. Quand on avait tous ces salariés sur place et quand on a maintenant les salariés à droite, à gauche, à France Travail, peut-être un jour en mission locale et tout, ça demande, en télétravail, ça demande toute une autre fonction. Le travail des chargés d'insertion, parce que c'est eux qui sont au contact. Ce travail, il faut les accompagner dans cette nouvelle dimension. C'est plus un travail d'élaboration de projets en réseau avec d'autres partenaires qu'un travail dans son Cap Emploi. Et ce que je voudrais dire à ce moment-là, c'est que ce qu'il y a de bien dans cette évolution du réseau pour l'emploi, c'est que la personne en situation de handicap, ou le jeune, ou la personne en recherche d'emploi, n'appartient pas au service qui s'occupe de lui. Il appartient à son projet et nous devons lui donner le projet. Et peut-être que ça sera la même chose pour les employeurs. Merci. Ahmed El-Kadiri, au-delà du handicap, on peut imaginer que le public jeune n'est pas simple à appréhender. Aujourd'hui, quelles sont vos attentes vis-à-vis du réseau pour l'emploi ? Effectivement, sur le public jeune, sa particularité, parce que c'est là-dessus où on a des mandats qui convergent du coup avec France Travail. Nous, on a un mandat pour accompagner les jeunes, du coup, et France Travail a un mandat pour accompagner les demandeurs d'emploi, dont les jeunes. Et du coup, c'est autour de ce mandat partagé qu'il faut qu'on arrive à construire du coup des modalités de travail en commun adaptées. Mais c'est vrai que cette question de l'accompagnement des jeunes, c'est que c'est à la fois l'accompagnement du passage à l'âge adulte. Du coup, par rapport on a d'autres sujets, et donc c'est là aussi où toute l'approche globale de l'accompagnement développé par les missions locales qui prend en compte aussi les autres dimensions de la vie, qu'elles soient la citoyenneté, la mobilité, la santé, le logement, sont essentielles, parce que la particularité des jeunes, c'est que c'est des entrants sur le marché de l'emploi, c'est des entrants sur le marché du logement, et que du coup, il y a forcément une attention particulière à porter sur ce public-là. Et ce qu'on attend du coup du réseau pour l'emploi, c'est comment on va pouvoir s'appuyer, instrumentaliser, mutualiser les expertises de nos partenaires au service de notre mission, du coup d'accompagnement des jeunes. Éric Bellamy, vous voulez ajouter une information ?
Oui, sur les jeunes, c'est un point important. Ça a d'ailleurs été soulevé par le président Biry ce matin, Comité national pour l'emploi, qui s'interroge lui-même sur son propre département. Il a beaucoup de jeunes bénéficiaires du RSA, ce qui quand même est très très problématique. Et donc on a demandé d'ailleurs qu'il y ait un suivi particulier de l'accompagnement et de l'insertion de ces jeunes-là. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que nous, dans les jeunes, on a aussi des jeunes sortant de l'ASE, des jeunes majeurs, et qui est un point d'attention particulier. D'ailleurs, on a signé une convention avec l'Union des missions locales sur le sujet, donc ça fera l'objet d'un suivi très, très particulier, parce qu'il s'agit d'un public spécifique qui requiert une attention particulière. Alors, je me permets juste pour compléter sur cette question du public jeune, je pense que l'un des enjeux qu'on a avec le réseau pour l'emploi, et c'est le sens de ce qu'on a initié avec France Travail dans le cadre d'Avenir Pro, c'est aussi comment on pense le réseau pour l'emploi, pas uniquement sur l'angle de prendre en charge les personnes éloignées, mais comment on investit aussi dans la prévention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même une prévisibilité d'un certain nombre de parcours qui est inacceptable, enfin d'inégalité un peu de destin, et donc le travail qu'on doit mener à Avenir Pro est une réponse sur la question des lycées pro, mais il y a ce qu'on fait avec les départements pour les jeunes de l'aide sociale à l'enfance, c'est qu'on ne peut pas se contenter de regarder des parcours dont on sait du coup qu'ils vont connaître des difficultés. Et donc tout le sujet, c'est comment le réseau pour l'emploi devient intelligent collectivement par les personnes qui l'accompagnent pour se dire où est-ce qu'il doit intervenir en amont pour éviter en fait à ces personnes de vivre ces périodes ou ces situations qui font qu'aujourd'hui elles sont éloignées de l'emploi. Et je pense qu'on doit vraiment toujours penser cette question de la prévention, de comment on crée les conditions du coup pour éviter à ces personnes et puis collectivement en termes de deniers publics éviter d'avoir à les remobiliser parce qu'en fait s'ils se démobilisent pas, on est quand même sur une dynamique de parcours qui est quand même beaucoup plus facile du coup à entretenir. Alors juste un mot, monsieur Jean-Pierre. Pour compléter et aller dans le même sens, il y a actuellement beaucoup de jeunes qui sont en situation de handicap qui ont été dans l'école inclusive. Et ces personnes, à un moment donné, ne sont pas forcément, à un moment T, en capacité de réintégrer le milieu classique du travail. Donc il y a, à mon avis, là, tout un travail qui peut être envisagé de prévention, d'anticipation, où l'ESAT, et ça sera une des vocations futures, sera aussi un terrain d'aller-retour pour nous permettre leur permettre d'accéder plus facilement à l'emploi. Et là, je crois que nous avons une réflexion à mener, y compris avec les départements. Thibaut Guilluy, une question qu'on se pose, pourquoi parfois c'est un conseiller France Travail qui accompagne la personne en situation de handicap et parfois c'est un conseiller Cap Emploi ? Je ne sais pas qui est on. Mais d'abord, la réalité, c'est qu'il y a 500 000 personnes à peu près qui sont accompagnées, il me semble, en situation de handicap. Et derrière le vocable situation de handicap, il y a des réalités quand même totalement diverses. Et donc, il y a 400 000 personnes en situation de handicap qui sont accompagnées par un conseiller France Travail. Et puis, il y en a 100 000 par les conseillers Cap Emploi. Est-ce que ça veut dire que c'est plus important d'un côté que de l'autre? Non, en fait, tout le sens du rapprochement, c'est que, et toute la philosophie en fait de la réforme avec la mise en place de France Travail et du réseau pour l'emploi, c'est d'apporter le bon accompagnement à la bonne personne selon son besoin. Et donc nous, on est très contents du rapprochement avec Cap Emploi parce que l'expertise, et j'ai envie de dire même aussi l'attention prioritaire sur l'inclusion en permanence, ça fait qu'on a formé plus de 2000 de nos conseillers à l'expertise handicap grâce en fait à ces lieux uniques d'accompagnement. Et donc on a ensemble une capacité à mieux accompagner les personnes. Et d'ailleurs elles nous le disent, elles sont plus de 84% à dire leur satisfaction maintenant à être accompagnées. Mais moi je suis content aussi que les conseillers de France Travail sont plus de 80% à dire merci à Cap Emploi, parce que grâce au rapprochement, grâce à notre travail en commun, ils sont 80% à dire qu'ils sont plus à l'aise et plus capables d'accompagner les personnes en situation de handicap. C'est ça en fait la démarche. Et je vais vous dire, on parle de Cap Emploi et de France Travail, mais moi je pense aussi aux entreprises adaptées, aux associations de proximité, aux CRP, aux ESAT, et on va franchir encore un cap en 2025, parce que pour pouvoir s'adresser à des jeunes qui parfois sortent de classe Ulysse ou d'ITEP ou qui ont des difficultés plus importantes, eh bien, il va falloir qu'au-delà des teams handicap que nous avons, on travaille main dans la main avec ces acteurs spécialistes sur le territoire pour accompagner toutes les personnes en situation de handicap demain. Je poursuis avec vous concernant l'expérimentation issue de la Conférence nationale du handicap, la CNH, sur l'accompagnement des licenciés pour inaptitude menée par France Travail et Cap Emploi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
Oui, l'esprit, ça a été dit par Jean-Pierre Benazé. C'est déjà, quand on a fait la préfiguration de France Travail, en fait, on l'a lié en fait, aux travaux de la Conférence nationale du handicap, en réaffirmant le principe du droit commun pour tous et que chaque personne, et quand bien même il y aurait un handicap, doit d'abord être regardée à travers son potentiel, ses capacités et ses souhaits, et ensuite qu'on prenne en compte la dimension du handicap et les adaptations nécessaires, éventuellement, ou les accompagnements spécifiques qu'il faut apporter. Et donc, ça se traduit quand même par la suppression. C'est quand même, on vivait quand même encore dans un pays dans lequel des personnes en situation de handicap devaient avoir une autorisation administrative pour pouvoir travailler dans une entreprise classique. Et donc, on lance avec les départements, parce que c'est un sujet où là, c'est vraiment main dans la main avec les départements et Cap Emploi, dans 5 départements, dans 9 territoires, on va là aussi apprendre à faire l'orientation pour tous. Et puis, effectivement, il y a les licenciés pour inaptitude. Ça, c'est aussi très important. Il y a 100 000 personnes qui sont licenciées pour inaptitude. On sait qu'elles ont subi un traumatisme. On sait qu'elles vont avoir besoin de faire le deuil de leur ancien métier. On sait qu'elles vont avoir besoin de se reconvertir. Et elles se perdaient d'une certaine manière, finalement, à l'inscription de France Travail, comme n'importe quelle autre personne, dans l'anonymat, finalement, de leur expérience passée. On a testé dans le Rhône, et merci aux équipes du Rhône qui nous ont aidés à ça, à mettre en place un accompagnement plus adapté, qui prend en compte ces spécificités-là, un conseiller pour 50 personnes aussi, pour prendre en compte aussi les particularités de ces personnes qui ont subi quand même des formes de souffrance. 62% d'entre elles retrouvent un emploi. Là où quand on ne fait rien ou quand on laissait les choses sans cette approche un petit peu de prévention, c'était 60%, plus de 60% qui étaient condamnés à être demandeurs d'emploi de longue durée. Vous voyez, quand on s'organise ensemble, qu'on fait de la prévention et quand on n'attend pas que les gens soient dans la grande difficulté pour agir, ça marche et c'est aussi ça la démarche de coopération au sein du réseau pour l'emploi. Alors justement, je vous laisse rebondir, Monsieur Benazé, très très brièvement, parce qu'on aimerait couvrir tous les sujets. Allez-y. Comme d'habitude. On est en plein de... En fait, le réseau pour l'emploi, c'est la construction des chaînons manquants. Et dans ce que vient de dire Thibaut Guilly, la réinsertion des personnes, ou l'insertion, comment, je ne sais pas le terme le plus approprié, des personnes qui sont en invalidité, nous, on a l'outil avec le maintien qui permet là aussi de raccrocher. La première prévention de la désinsertion professionnelle, c'est le maintien dans l'emploi. Je le disais tout à l'heure, 90% des actions de maintien qui sont faites par les Cap Emploi entraînent un maintien. Donc là aussi, il y a un chaînon manquant à développer, mais la loi El Khomri l'avait bien anticipé, puisque l'action du maintien qui était auparavant faite par des prestataires, a été réintroduite dans les missions des OPS des Cap Emploi. Alors on continue avec un autre public. Nous avons parlé de nos usagers. Je vous propose de découvrir maintenant ce qui nous attend vis-à-vis des entreprises. Déjà, Ahmed El Kadiri, selon vous, comment doit-on s'organiser collectivement pour mieux coopérer avec les entreprises ? Alors, je pense que l'enjeu qu'on a avec les employeurs, parce qu'on dit entreprise, mais du coup, on va parler des employeurs publics, de l'économie sociale, au sens large du terme, tous ceux qui proposent des emplois. On a un sujet collectif, du coup, du réseau pour l'emploi, qui est la question de la mobilisation des employeurs pour nourrir les parcours d'accompagnement, c'est-à-dire comment on agit ensemble en alliance, en tout cas pour faire découvrir des métiers, des secteurs d'activité, proposer des PMSF, enfin des périodes de mise en situation professionnelle. On a besoin de cet élément-là. Ensuite, on a un sujet de comment on se coordonne. Effectivement, parce que ce n'est pas entendable que des entreprises, des employeurs aient le sentiment d'avoir été contactés par un conseil de France Travail, puis un conseil de mission locale, puis un conseil de Cap Emploi, et que du coup là-dessus, il va falloir qu'on mutualise nos efforts. Le champ est assez large, je pense, pour qu'on ne se pose pas trop de questions de se marcher dessus, du coup là-dessus. Et donc, aujourd'hui, pour nous, et puis après je retiens dans le troisième sujet qu'on a et sur lequel il faudrait qu'on travaille, enfin sur lequel on travaille tous individuellement, qu'il faudrait qu'on mette en commun, cette question du maintien dans l'emploi. Notamment pour les personnes les plus éloignées, les jeunes les plus éloignés, puisque aujourd'hui on regarde et on se dit génial, il a signé un CDI, mais pour une partie d'entre eux, ils ne vont pas au bout de leur période d'essai, donc on a un vrai sujet de comment on continue et qu'on ne se dit pas que la signature du contrat et l'arrêt, c'est évidemment déjà une réussite, il ne s'agit pas de la sous-valoriser, mais que notre ambition, c'est bien une insertion durable et réussie dans le marché de l'emploi, et que du coup, il faut qu'on regarde cette question à l'aune du coup de l'intégration de ces personnes dans le milieu de l'emploi.
Même question pour vous, Monsieur Bellamy. Alors, la relation aux entreprises, c'est un point important, puisque par rapport aux bénéficiaires du RSA, souvent les entreprises sont peut-être frileuses. Il y a des fois, il y a besoin d'un accompagnement spécifique. Il y a eu des expériences assez prégnantes sur le sujet. Et on voit que si les gens ne sont pas accompagnés, un minimum, en fait, ça ne fonctionne pas. Parce que les entrepreneurs n'ont pas forcément cette culture-là. Les bénéficiaires n'ont pas forcément cette culture non plus des entreprises, donc il y a besoin d'un minimum d'accompagnement. Et effectivement, il faut accompagner cette démarche de manière coordonnée, parce que si tout le monde y va en ordre dispersé auprès des entreprises, ils ne vont pas comprendre d'avoir 10 000 interlocuteurs. Donc il y a un chantier très important. C'est un sujet qui est investi par les départements depuis longtemps. On n'a pas attendu aujourd'hui pour travailler sur ces sujets-là, mais par contre, pour le renforcer, ça c'est très, très, très important. Les élus locaux sont particulièrement sensibles sur ce sujet, puisqu'en fait, ils sont sollicités en permanence sur le fait qu'on a des bénéficiaires du RSA, on a des demandeurs d'emploi, on a des entreprises qui ne trouvent pas la correspondance. Thibaut Guilluy, je me tourne vers vous. Cette fois, sauf erreur, d'ici la fin du premier trimestre 2025, le développement d'une approche d'aller vers les employeurs avec les task force entreprises sera mis en place sur chaque territoire. Quelles ambitions ont été fixées avec cette démarche ? D'abord, la première des ambitions, c'est qu'aujourd'hui, depuis quelques années, on a investi énormément pour améliorer les services aux entreprises. Et je crois que maintenant, on est à plus de 86% de taux de satisfaction des entreprises sur les accompagnements de France Travail. Simplement, si on regarde de l'autre côté de la pièce, il y a un grand nombre d'entreprises, elles sont près des 3/4 des entreprises, à ne pas recourir aux services de France Travail et plus généralement d'ailleurs du réseau pour l'emploi. C'est notamment les plus petites entreprises. Donc il faut aller vers elles, c'est le sens aussi du lancement de France Travail Pro et d'avoir une stratégie de prospection. On est passé de 100 000 l'année dernière à 200 000 cette année, dont rien que 120 000 nouvelles entreprises visitées sur le deuxième semestre. Et l'objectif, c'est d'en faire 600 000 chaque année, parce que aller voir les entreprises, c'est créer un contact qui va permettre aussi d'avoir de l'offre inclusive. Ensuite, il faut le faire ensemble, c'est la logique des task force. Il y a déjà 80-90 territoires qui ont engagé ça. C'est ce que vient de décrire Ahmed. C'est plutôt que d'y aller en ordre dispersé, allons-y ensemble. Avec le point que disaient les témoignages tout à l'heure à la télé, c'est qu'on a un outil commun. Parce que si c'est pour devoir remettre toutes les informations chacun dans ses outils, bonjour, sur le terrain, ça ne peut pas fonctionner. D'où le déploiement d'un CRM, d'un outil partagé pour que finalement toute la relation entreprise soit coordonnée ensemble. Et ces task force ensuite, c'est de faire des plans de prospection un peu intelligents, agir aussi ensemble. Ça ne sert à rien de se faire des job dating d'un côté ou de l'autre là-dessus. Travailler main dans la main avec tous les partenaires économiques, je pense notamment aux régions, je pense évidemment aux collectivités, ce qui vient d'être dit. Les départements ont un rôle à jouer dans le cadre des achats socialement responsables et on a tissé des liens avec l'ensemble des filières professionnelles, les MEDEF, les UDP, bref. Le réseau Pôle emploi, c'est pas que, je dirais, les quatre acteurs France Travail, Cap emploi, département et mission locale, c'est bien plus que ça, et notamment sur le champ économique. Sinon, on n'y arrivera pas, parce que si on ne mobilise pas les entreprises, si on n'apporte pas des solutions, ça ne fonctionnera pas. Moi, par exemple, un des petits objectifs aussi, je pense qu'on pourrait se donner, c'est, tu parlais des PMSMP, enfin les immersions professionnelles. On a maintenant un outil qui fonctionne bien, c'est démontrer que 7 recrutements sur 10 à la sortie, c'est comment, on en a fait un peu plus de 400 000 cette année, comment on passe à au moins 1 million. Et pas juste comme un slogan, mais un jeune qui est en contrat d'engagement jeune devrait pouvoir multiplier les expériences en entreprise. Une personne qui est au RSA devrait pouvoir multiplier ces expériences-là, parce que c'est toujours au contact d'une expérience que les gens se découvrent, reprennent confiance et surtout changent le regard aussi des employeurs sur la personne qu'ils auraient peut-être mis de côté s'ils s'étaient contentés que de l'analyse du CV. Donc vous voyez, c'est plutôt des défis communs à partager ensemble et de se dire comment on peut faire plus et mieux. Et donc c'est dans la mutualisation que nous pouvons y arriver. Alors, il nous reste 10 minutes avant d'aborder les questions issues du terrain, donc il va falloir être très bref. Jean-Pierre Bénazé, comment vous voyez les task force entreprises, la mise en place? Et, si vous voulez, moi qui suis pas très jeune sur le secteur, j'entends souvent un peu les mêmes discours autour de l'entreprise. Ce que je peux dire, c'est que l'entreprise, alors je vois dans
les départements en ont marre de voir chacun qui vient revendiquer son aide pour la personne. Je pense qu'il faut qu'on fasse le même travail qui a été fait autour de la personne et de la personne en situation de handicap pour nous concernant, qu'on ait une approche entreprise globale en définissant qui va faire quoi. C'est pas mal ce que vous avez dit là. Je pense qu'il faut avoir peut-être, alors là je vais être innovant et les personnes de Cap Emploi vont m'en vouloir, mais il faut peut-être qu'il y ait des représentants de toutes les possibilités d'emploi, après pour chercher, définir quel type d'emploi on peut extraire et ensuite mettre les moyens pour dire, eh bien, ça sera une personne handicapée, un jeune ou ainsi de suite. Mais il faut qu'il y ait une approche collective. Les entreprises, les employeurs en ont marre de voir défiler tout un tas de promoteurs d'aide. Deuxièmement, il faut partir de la demande et des besoins des entreprises. Nous, on a les petites expériences. 50% des emplois qui sont générés par les Cap Emploi sont faits dans des entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation d'emploi. Donc les employeurs, là, vont trouver une réponse à un besoin. Et je pense que la période qu'il y a encore, où il y a inadéquation entre besoin et réponse, fait que... Et ce que je vous propose, c'est de nous déformater dans nos réponses. Nous sommes en train d'initier un concours qui s'appelle le concours HandiCook. Ce concours, sur un métier en tension autour de la cuisine, nous permet d'apporter une réponse où des employeurs qui n'avaient pas l'habitude de voir des personnes en situation de handicap travailler en cuisine, mais ça pourrait être aussi des jeunes et ça pourrait être aussi des bénéficiaires des RSA, rencontrent autour d'un concours supervisé par des grands chefs des personnes en situation de handicap et des employeurs qui emploient, et ça change complètement le regard. Donc je vous propose une collaboration future autour de ce magnifique concours. On poursuit avec la mise en place de nos communs, c'est juste après ce jingle. Pour appuyer toutes les missions menées pour les usagers, une organisation a été mise en place afin de partager la gouvernance avec l'ensemble des acteurs pour l'emploi, de la formation et de l'insertion. On appuie également les outils, des connaissances, des informations, un socle commun grâce à l'Académie France Travail. Commençons par la gouvernance très rapidement. Thibaut Guilluy. Sur l'Académie France Travail, d'ailleurs, ça a été lancé. Merci aux équipes, missions locales, département, Cap Emploi d'y avoir contribué. Mais tout à l'heure, on parlait d'acronymes et de parler le même langage. S'il y avait un témoignage, il faut parler le même langage et monter en compétences ensemble, apprendre des autres. C'est le meilleur moyen pour être meilleur pour les missions qui sont les nôtres. C'est ça, l'Académie France Travail. Et donc ensuite, que tous les autres acteurs associatifs, privés, etc., viennent apporter leur expertise et venir la partager avec l'ensemble des professionnels de l'accompagnement. On a parlé aussi quand même des systèmes d'information et des communs numériques. Je pense que c'est aussi très important. On les co-construit ensemble. Moi, il y a deux clés qui font que ça marche et que l'appli des jeunes, par exemple, est en train de se développer, que Dora, pour mettre en visibilité les solutions, c'est que c'est à chaque fois des demandes du terrain. Les projets sont nés de demandes du terrain. Deux, ils ne sont développés qu'en fonction des retours des utilisateurs, donc de tous ceux qui nous écoutent, et surtout pas des chefs à plumes de nos organisations. Et puis, trois, on les revoit régulièrement dans les comités d'investissement avec les missions locales, avec les Cap Emploi, avec l'ensemble des membres du réseau pour l'emploi là-dessus. Et donc, on a bien conscience, vous savez, les systèmes d'information, ça peut parfois être un petit peu long à se développer. On a fait pas mal de progrès. Tout ne sera pas parfait dès le 1er janvier. Mais c'est aussi parce qu'en fait, on le co-construit sur le terrain que tout ça, ça va s'adapter. Je pense aussi au SI partagé avec les missions locales. C'est sûr que quand on aura un SI partagé, ça c'est début 2026 a priori, ça sera beaucoup plus simple pour pouvoir avancer ensemble. En attendant, on va faire au mieux et on serrera un petit peu les dents quand il faudra. Toujours sur la question du commun, Ahmed El Kadiri, un mot ?
Sur cette question des communs, j'en ai parlé tout à l'heure sur le référentiel d'orientation, mais sur les communs numériques, ce qui est intéressant effectivement, c'est qu'on a cette préoccupation commune de comment on libère du temps d'accompagnement, parce qu'on a un vrai sujet là-dessus de simplification, du coup, et notamment, et puis de facilitation du travail des équipes et des professionnels. Et donc aujourd'hui, tous ces communs, ils sont guidés par cette idée de facilité, d'éviter les circulations de fichiers, de ressaisie et de re-ressaisie et de re-ressaisie, parce que les choses ne sont pas interfacées. Et c'est aussi comment ils rendent disponibles, parce qu'on a effectivement beaucoup de solutions, beaucoup de porteurs de solutions, enfin je pense à Dora notamment, beaucoup d'acteurs mobilisés, et c'est comment un conseiller du coup est censé, peut avoir accès facilement à l'ensemble de ces éléments pour les mobiliser au service du parcours de la personne qui l'accompagne. Et je trouve ce qui est intéressant, c'est ces équipes mixtes, du coup dans le cadre des communs numériques, avec des professionnels de chacune des organisations qui viennent apporter justement leur éclairage de façon à construire des communs numériques qui épousent un peu les différentes façons de faire des uns et des autres. Je me permets d'accélérer, de sauter quelques étapes et de parler maintenant du parcours, du nouveau parcours des usagers. Qui veut commencer ? Le parcours des usagers, en fait, il doit être unique et c'est toute la difficulté, c'est de faire du sur-mesure de masse. Il n'y a pas une personne qui ressemble à l'autre. Donc, encore une fois, des référentiels. Je pense que le diagnostic socio-professionnel commun et qui a été co-construit et qui, visiblement, les retours terrain sont quand même plutôt positifs, c'est qu'on ait une connaissance aussi des personnes en partant de leurs besoins, de leur potentiel, de leurs appétences et pas seulement de quelques informations administratives ou d'un CV. Donc ça, c'est la première chose, partager cette connaissance-là. Pas se battre pour pouvoir regarder, c'est pas mes jeunes, mes personnes en situation de handicap, mes demandeurs d'emploi, mais d'avoir chacun finalement la co-responsabilité de se dire comment en fait on permet d'apporter les meilleures solutions possibles à chaque personne en fonction de son besoin. Et là aussi, je reviens aussi sur du technique et sur du très concret. Il y a les pratiques, il y a les décisions qu'on va faire ensemble dans les comités locaux pour l'emploi, mais il y a aussi les outils de travail pour pouvoir partager l'information, être dans le dites-le nous une fois. C'est vrai que ça peut paraître aberrant, mais vous savez, on était sur le terrain aussi pendant longtemps et de devoir redemander 10 fois à la personne si elle est bien au RSA ou si elle a bien sa RQTH, c'est un non-sens total qu'on va corriger progressivement en ayant des compagnons numériques et cette logique de dites-le nous une fois. Donc on progresse beaucoup et on progresse, je pense, plus vite parce qu'on est en train de le faire ensemble là-dessus. Pour cette logique parcours usager, je pense que toutes nos décisions, elles doivent surtout être prises en se disant est-ce que, et c'est le pilotage au résultat, je pense, le pilotage à l'efficacité, est-ce que toutes nos actions et toutes nos décisions sont vraiment guidées par l'amélioration de la personne et pas les préoccupations de nos propres organisations ? Pendant trop longtemps, je pense qu'on a renvoyé aux personnes la complexité de nos organisations et de nos interactions et que ce qui est du coup louable dans ce qui est mis en place pour le parcours des usagers, c'est qu'aujourd'hui, on gère cette complexité entre nous en posant des référentiels, des cadres communs, de façon à ce que nous concernant les jeunes, mais plus largement les demandeurs d'emploi, il y ait une certaine forme de simplicité dans leur parcours, c'est-à-dire qu'on ne les renvoie pas d'un guichet à un autre. C'est pas va voir les uns, va voir les autres, mais on organise tout ça. Et je pense que le sujet, c'est de répondre plus vite, du coup de répondre mieux, et surtout, en tout cas, que les personnes qu'on accompagne, en fait, elles se sentent vraiment guidées. Du coup dans cette relation et qu'on ne soit pas juste dans une logique de guichet de « ah là c'est pas moi ». Non, du coup maintenant on connaît les offres de services de tous et en tout cas je pense que ce qui doit continuer à nous guider c'est comment on simplifie le parcours des usagers et comment nous on arrive à intégrer, alors que ce soit via des solutions numériques ou des communs méthodologiques, comment on crée les conditions pour que pour eux soit le plus simple et qu'ils puissent se consacrer à ce qu'on attend d'eux, c'est-à-dire la réflexion autour de leur projet et leur engagement et mobilisation dans leur projet d'insertion sociale et professionnelle. Alors, je passe au contrat d'engagement. Si j'ai bien compris, après avoir posé le diagnostic sur la situation de la personne, chaque demandeur d'emploi bénéficiera d'un parcours individualisé qui sera matérialisé par un contrat d'engagement, quelle que soit la structure référente. Quelles en sont les caractéristiques ? Monsieur Bellamy, je vous laisse la parole. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce point ? Alors, le contrat d'engagement, c'est un engagement. Des gens, déjà, c'est la première chose. Et un contrat, l'autre part. Donc, c'est des droits, des devoirs, c'est tout ça, le contrat d'engagement. Et donc, réciproque. Et réciproque, voilà, c'est ça, c'est des droits et des devoirs, c'est un contrat d'engagement réciproque. Donc, les départements travaillent déjà depuis longtemps sur les contrats d'engagement réciproque, mais là, on travaille dans un cadre plus large. Je voudrais rebondir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les institutionnels doivent s'effacer d'une certaine manière. Le bénéficiaire du RSA, la personne en situation de handicap, ils s'en fichent, les institutionnels. Eux, c'est leur parcours, c'est ça qui compte.
Et donc, dans les contrats d'engagement des personnes, il y a des objectifs, il y a une durée, il y a un délai, il y a des moyens, il y a un certain nombre de choses. C'est ça. Et l'objectif, c'est également d'avoir quelque chose d'harmonisé, un minimum, entre l'ensemble des acteurs du réseau pour l'emploi. Il est maintenant temps de poursuivre ce rendez-vous avec les questions que se posent les actrices et les acteurs qui sont sur le terrain, dans les missions locales, les Cap Emploi, les agences France Travail et les conseils départementaux, ce qui va nous permettre d'éclairer encore plus les points que nous avons vus. À tout de suite. Je vous propose d'écouter la première question de Bouchra Bouyaya, directrice de l'agence France Travail de Neuilly-sur-Marne. France Travail accompagne les équipes depuis quelques mois sur la transformation. Qu'en est-il du côté de mes collègues Cap Emploi, mission locale, concernant cette transformation, ce développement de compétences attendues? Alors, qui répond à Bouchra, Thibault, Ahmed El-Kadiri? Moi, très rapidement, en tout cas, sur le plan d'accompagnement au changement qu'on a évoqué tout à l'heure, effectivement, on a mis en place depuis quelques mois des premières informations et on est effectivement dans une phase plutôt intense, alors qui, du coup, s'appuie sur la mobilisation des associations régionales des missions locales, qui jouent un rôle clé dans l'accompagnement évidemment des missions locales du coup à ces évolutions. Également une série de webinaires et de la production de supports de façon à ce que tout le monde soit en situation au 1er janvier de maîtriser le cadre et les nouvelles procédures qui vont être mises en place. Alors une question maintenant de Fanny Delfroge-Marchand, directrice de la mission locale du bassin d'emploi Grand-Villet. Aujourd'hui, s'est installé à l'échelle départementale, par exemple, le premier comité départemental du réseau pour l'emploi et nous a indiqué que nous allions avoir une feuille de route commune ainsi que des indicateurs nationaux qui vont être mis en place. Ma question, c'est quels vont être ces indicateurs et quelle marge de manœuvre nous allons avoir dans l'évaluation de nos actions au quotidien. C'est une de mes questions actuellement. Ouais. Qui répond à Fanny? Éric Bellamy? Sur les indicateurs, c'est vrai qu'on est en train de travailler sur des indicateurs communs, on va dire. Également, il est important de pouvoir aller plus loin, c'est-à-dire que chacun des acteurs a aussi des attendus particuliers. Pour les bénéficiaires du RSA, on a des attendus, on a des tableaux de bord d'ailleurs qui sont particulièrement bien faits et qu'on souhaitera maintenir à l'issue de l'expérimentation initiale. Également, on n'a pas le même niveau d'attention, c'est-à-dire que les équipes ont besoin d'avoir de la finesse au niveau des indicateurs. Les élus, eux, ils veulent des indicateurs très simplifiés pour pouvoir dire vers quel levier on doit aller, qu'est-ce qu'on doit mobiliser ou pas, et y compris pour rebooster les équipes en interne, ça fait partie des sujets. C'est vraiment un vrai enjeu, je pense, de la transformation et de la mise en place du réseau pour l'emploi, ce pilotage quand même au résultat. Donc effectivement, on a déployé et on est en train de déployer des tableaux de bord qui sont co-construits aussi, pareil, avec les équipes terrain. Il y a les indicateurs nationaux. Alors les indicateurs nationaux, on ne va pas tous les sortir, mais par exemple, c'est le taux d'insertion à l'emploi durable. Ça peut être intéressant de regarder, parce que parfois, à 3 mois, à 6 mois, à 12 mois, est-ce que ce qu'on a fait, ça a vraiment contribuer à l'insertion durable. Est-ce qu'on a répondu aux besoins de toutes les entreprises? Donc, et ça, il y a des choses que vous avez dans le Pas-de-Calais ou dans les Alpes-Maritimes, c'est la même. En revanche, il y a plein de spécificités territoriales où c'est à vous, dans chaque territoire, dans chaque comité local, de définir vos priorités. J'étais dans le Gers. Dans le Gers, ils avaient une problématique sur les demandeurs d'emploi de plus de 50 ans. Si vous êtes à Dunkerque, où il y a la création de 20 000 emplois dans l'industrie, eux, leur priorité, c'est comment féminiser les métiers de l'industrie. Et donc, fixez-vous des indicateurs concret pour qu'on évite encore les comités théodules et toutes les gouvernances qu'on a pu connaître. C'est quoi les objectifs sur lesquels on sera fier dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans d'avoir réglé sur notre territoire, de ne plus avoir de jeunes de l'ASE qui se retrouvent à la rue. Ça peut être aussi un objectif très concret. Et comment chacun y participe. Et donc, les tableaux de bord sont bien faits effectivement pour créer les indicateurs nationaux, mais qu'on puisse aussi mettre à disposition des indicateurs beaucoup plus précis ou beaucoup plus locaux en fonction de vos besoins. Et évidemment, il y a une base qui va vous être mise à disposition dès le début de l'année. Et c'est à vous de faire aussi des retours aux équipes de France Travail qui vous développent ces indicateurs et ces tableaux pour voir comment on va les améliorer ensemble dans les mois et années qui viennent. Alors une question de Jean-Marie Vieillard, directeur Cap Emploi de Nièvre. Avec l'arrivée de France Travail Pro, les Cap Emploi vont continuer à garder une activité vis-à-vis des employeurs sur l'insertion et aussi sur le maintien dans l'emploi. Et comment vont s'organiser les relations entre les partenaires.
Jean-Pierre Bénazé, je vous laisse répondre et après vous pourrez aller prendre votre avion. Merci, une injection en souplesse. Eh bien, ce que l'on a évoqué tout à l'heure, c'est un peu un résumé du rapprochement que nous avons dans le cadre du réseau. À la fois, il y a toute la grande force dynamique avec tous les moyens de France Travail, et il y a la niche qu'opère Cap Emploi. Eh bien, il va falloir permettre l'articulation des deux. Il est évident que quand on fait du maintien dans l'emploi, quand on a une connaissance historique de certains employeurs, quand certains employeurs veulent accéder directement au Cap Emploi, ils pourront continuer à le faire. Mais après, tout ce qui va être mis en place à travers, là je pense, le France Travail Pro, va permettre de démultiplier les réponses, et des réponses sur lesquelles nous, par rapport à des postes qui seront issus des démarches de Cap Emploi, pourront être partagés avec les autres opérateurs du réseau pour l'emploi. Voilà que avant de m'envoler, voilà comment. C'était pour ne pas vous mettre en retard. Je vous remercie et excusez-moi, mais habiter en province entraîne des aléas que je ne peux maîtriser. Au revoir et merci à tous. Merci Jean-Pierre. Merci. Vous avez encore une question, une seule question. Je passe à celle de Christelle Cardozo, conseillère technique et référente handicap, mission locale du bassin d'emploi de Charleville-Mézières. Quel avenir y a-t-il pour les missions locales en ce qui concerne l'accompagnement des jeunes en situation de handicap? Et à quand l'utilisation d'un seul système informatique? Alors, Très Ahmed El rapidement, Kadiri. sur la question du système d'information, le SI partagé, effectivement, horizon 2026, du coup, qui nous permettra de partager beaucoup plus facilement à la fois les informations et puis les différentes solutions aujourd'hui qui sont mobilisables. Et sur cette question de l'accompagnement des jeunes en situation de handicap, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a commencé les travaux et donc il faut aussi les laisser maturer. L'idée étant que, effectivement, on se pose la question à chaque fois de là où le jeune sera le mieux accompagné, puis aussi qu'on prenne en compte ses aspirations, puisqu'il peut y avoir des jeunes en situation de handicap qui ont une demande de milieu du coup ordinaire, de milieu classique, et d'autres qui ont besoin de milieux adaptés, et que là-dessus, effectivement, il faut quand même que le juge de paix reste le jeune sur effectivement à partir de ses besoins, l'endroit où il va pouvoir être accompagné. Mais aujourd'hui, effectivement, l'idée c'est plutôt de se dire que le public des gens en situation des jeunes demandeurs d'emploi en situation de handicap nous concerne tous. Merci. Une dernière question qui va être pour vous, monsieur Jean-Pierre Bénazé. Après, promis, je vous laisse. Une question de Pierre-Arlin Darle, directeur Cap Emploi du Rhône. Comment envisagez-vous la montée en compétences des conseillers du réseau des acteurs pour l'emploi sur le sujet du handicap? On a parlé tout à l'heure, je n'ai pas eu l'occasion de m'exprimer, de France, l'Académie France Travail. France Travail. Alors, nous partageons le même métier. Donc le fonds commun de la formation autour du métier est identique, c'est sûr. Mais à des moments donnés, il peut y avoir besoin d'une expertise et d'une formation à l'expertise handicap plus précise. Nous avons un centre de formation que nous mettons à disposition, qui a vocation d'ailleurs à être utilisé à la fois par des administrateurs, à la fois par des directeurs, des managers, et à la fois pour des salariés. Et là, bien sûr, l'articulation entre ce centre de formation et l'Académie France Travail Formation sera nécessaire, mais là aussi, on a des outils qui existent, mutualisons-les. Merci. Alors, nous arrivons bientôt au terme de ce premier rendez-vous en direct avec le réseau pour l'emploi. Avant de vous laisser à chacun un mot de conclusion, qui pourrait juste s'exprimer sur les moyens financiers et humains qui devraient être impactés par la réduction budgétaire actuellement en discussion? Monsieur Bellamy. On veut bien. Parce que, non, la question, c'est une grande question pour les départements. D'ailleurs, ça a été évoqué ce matin au Comité national pour l'emploi, et ce sera évoqué demain auprès du Premier ministre, je crois, par département de France. Donc, c'est vrai que un des sujets pour les départements, c'est l'accompagnement renforcé, c'est effectivement des tailles de portefeuille moins importantes aussi. Et donc, la question des moyens déployés a beaucoup joué. Donc, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent là-dessus pour savoir comment on va avancer là-dessus, parce qu'il y a des départements expérimentateurs qui ont des moyens, il y a d'autres qui vont arriver. Enfin, voilà. Il y a des questions de ce type-là. Alors, on a des pistes, bien sûr, de travail, pour travailler sur des parcours, pour travailler sur un
certain nombre de choses comme ça. Et puis, il y a aussi eu des interrogations sur les questions des moyens sur France Travail, parce qu'il n'y a pas que les départements, voilà, avec peut-être un sujet aussi sur les effectifs, parce qu'il y a aussi des bénéficiaires qui sont suivis aussi par le Pôle emploi. Donc voilà, ce sont des questions qui sont en cours. En tout cas, nous, on défend le fait qu'il y ait un minimum de moyens qui soient déployés, mais on observe quand même que l'enveloppe est restée malgré tout stable. Elle n'a pas diminué dans un contexte où ça a diminué sur beaucoup de secteurs. Thibaut Guilluy. Non, peut-être, effectivement, d'ailleurs, les débats sont en cours. Comme ça vient d'être souligné, budgétairement aussi, sur le projet France Travail, il y a eu quand même des risques à un moment donné, mais finalement, ça respecte bien le prévisionnel qui avait été signé avec les partenaires sociaux, enfin avec l'UNEDIC et puis avec l'État au niveau financier. En revanche, on a quand même ce souci sur la demande de suppression de 500 ETP qui, je trouve, fait fi en fait de la réalité de notre métier, que c'est d'abord les conseillers en fait et les équipes qui sont sur le terrain qui permettent de matérialiser tous les engagements qui sont attendus, et c'est normal, de la part du réseau pour l'emploi et de France Travail en particulier. Donc on a ces débats-là qui continuent. Maintenant, au-delà de ce qui peut être décidé par nos instances et nos tutelles, il y a aussi une partie de la solution qui est chez nous. Et cette partie-là, c'est comment on travaille plus efficacement et mieux ensemble en supprimant, par exemple, des procédures un petit peu lourdes, qu'on peut d'ailleurs parfois produire nous-mêmes, avoir des systèmes d'information qui ne sont pas forcément toujours adaptés à la demande des conseillers ou des équipes qui sont sur le terrain. Donc ça, on y travaille pour pouvoir faire ce qu'on appelle des gains d'efficience et donc dégager du temps pas très intéressant pour tout le monde pour pouvoir avoir un petit peu plus de temps pour s'occuper des gens. Donc ça c'est important. Et donc ça, chacun peut être contributeur de la réflexion sur la simplification, l'amélioration et l'efficience. Et puis le dernier mot, mais c'était ce dont on a parlé quasiment dans tout cet échange, c'est la coopération, parce que je pense aussi que les trous dans la raquette, les oublis, le manque de coopération parfois, fait qu'on se retrouve avec des gens dont les parcours sont plus longs, plus difficiles. Là aussi, on est plus efficace collectivement et si on joue plus collectif, là aussi, on va gagner des moyens finalement. On va pouvoir mieux allouer nos moyens aux bonnes personnes au bon moment. Une petite conclusion de M. Jean-Pierre Benazet. Mais par rapport au financement, là, je vais être sur un autre versant. Nous, ce sont des associations présidées par des bénévoles qui gèrent les Cap Emploi. Il y a des obligations liées au fait d'être employeur, liées aux conventions. Si les financements octroyés au Cap Emploi pour leur mission ne permettent pas d'assumer cette fonction employeur, on peut dire que ça sera la fonction expertise des Cap Emploi qui seront atteintes. Mais je suis certain qu'il y aura une réponse favorable à cela. Merci Monsieur Benazet. Je vous laisse sortir du plateau. Allez-y, vous pouvez y aller. C'est votre taxi qui vous attend. Je ne veux pas vous retenir et que vous soyez en retard. Merci. Merci à vous. Et quelle heure il est ? Il est là. Oui, il va arriver. Merci à vous, en tout cas, pour vos réponses. Merci. Au revoir. Monsieur El Kadiri, je vous laisse un mot de la fin également. Également sur cette question des moyens. Enfin, je pense que du coup, l'action publique, elle a deux piliers. C'est des questions de méthode et des questions de moyens. On a beaucoup abordé la question de la méthode et effectivement, ça a un impact sur les moyens. Quand on mutualise mieux, qu'on ne fait pas les choses en doublon, forcément, on a des gains d'efficience, comme ça a été très bien dit par Thibaut. Mais je pense qu'il faut qu'on ait aussi, comme enjeu commun au sein du réseau pour l'emploi, le fait de faire la démonstration de notre utilité, de l'utilité de l'investissement sociétal qui est fait par les moyens publics de nos concitoyens qui nous sont consentis, de façon à ce qu'on puisse réaliser les missions, puisqu'en fait, c'est quand même une très belle mission que de permettre à chacun d'être épanoui et heureux du coup dans sa vie, via un emploi, via une activité, et qu'on sait que c'est aussi comme ça que dans une logique de coût évité, on peut permettre à la nation aussi d'avoir des gains budgétaires du coup sur ce sujet-là. Donc, en tout cas, sur l'objectif, et en tout cas nous ce qu'on retrouve et ce qui est intéressant et utile du coup dans ce réseau pour l'emploi, c'est que c'est le réceptacle un peu de nos ambitions communes du coup pour l'intérêt général, et du coup c'est aussi ce qu'on retrouve dans le contrat d'engagement. Pour moi le contrat d'engagement c'est rien d'autre que du coup le réceptacle des ambitions des ambitions communes entre l'accompagnateur et l'accompagné. C'est qu'est-ce qu'on fait ensemble du coup pour te permettre d'être là où tu souhaites arriver. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous. Merci à tous.
ici et partout aussi à distance. On va juste, avant ça, je vais quand même laisser le mot de la fin aussi à M. Bellamy et Thibaut Guilluy qui se sont exprimés sur les questions des moyens, mais je voulais aussi avoir votre mot et une conviction, surtout pour la suite. La conviction, c'est de continuer comme on l'a fait. C'est-à-dire, en fait, on a été dans une démarche finalement assez très constructive et en même temps très empirique. On a travaillé, en fait, toutes les semaines, tout le temps, à la fois sur le terrain et à la fois au niveau national. Ça a été écouté, honnêtement, on n'est pas toujours d'accord, c'est normal, mais ça, c'est le jeu. Et donc, c'est de continuer à avancer dans cette démarche-là. D'ailleurs, c'est une démarche assez vertueuse qu'on cite souvent en exemple. Pas pour faire de la brosse à reluire, mais c'est parce que c'est une méthode qui porte ses fruits. Et on l'a vu, voilà. Et une des raisons la plus évidente, c'est que les départements n'étaient pas forcément embarqués au départ, et l'ont été parce qu'ils ont été entendus. Moi d'abord, effectivement, la co-construction est toujours de se dire que évidemment on est là pour améliorer les choses et que je pense que le point commun de tous, c'est que si on est engagé dans les missions locales à Cap Emploi, à France Travail dans les départements, en tout cas ce qui nous fait nous lever le matin, c'est de nous dire il y a des personnes qui ont du mal à avoir confiance en elles ou à se dire qu'elles pourraient trouver un emploi, alors même qu'il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent encore à recruter et que donc on doit nous bâtir un service public de l'emploi plus inclusif et plus performant pour pouvoir lever un certain nombre de ces injustices. Que ça se fait pas en un jour et que ça ne se décrète pas dans un projet de loi, mais que ça se met en œuvre progressivement et sur le terrain. Donc évidemment, la méthode de co-construction, d'écoute, de travail en confiance et d'apprentissage permanent avec l'humilité de savoir qu'on pourra faire mieux demain, mais que c'est déjà mieux qu'hier, ça aussi c'est quelque chose qui doit nous animer. Donc regardons les progrès que nous faisons et pas seulement tout ce qui nous reste à faire. Et le dernier point, c'est qu'on n'est pas tout seul. Encore une fois, il y a aussi les acteurs de l'insertion par activité économique, du handicap, les associations d'inclusion, les PLI, les maisons de l'emploi. Et je pense que si on est capable d'agréger progressivement l'ensemble de ces forces, il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à bâtir cette société vraiment plus inclusive. Donc continuons d'y aller avec de l'exigence, avec de l'enthousiasme, avec de l'engagement. Et c'est ça qui doit continuer de nous réunir et de nous animer pour tout 2025. Un grand merci à vous, messieurs, pour ces réponses. Merci à vous d'avoir participé, vous aussi à distance. Ce webinaire sera retransmis dans vos intranets respectifs très bientôt. Bonne journée à tous et à très bientôt.